Bonjour. Bonjour. Donc là, on est Audrey, la présidente. Du coup. Présidente d'Apédis 85. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale de l'association Assemblée Générale annuelle, qui est aussi notre 5e Assemblée Générale, puisque cette année, nous fêtons nos 5 ans. Combien 5 ans. Combien 5 ans. C'est logique, quoi. Alors, tu peux bien présenter l'association, s'il te plaît? Alors, l'association est une association départementale que nous avons créée en 2021. Nous étions une poignée de parents à être un petit peu perdus avec les troubles de nos enfants, les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. et troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle TDAH. Et nous avions besoin de nous rassembler pour échanger nos astuces, nous sentir moins seuls. Alors on a créé l'association. Et puis de fil en aiguille, l'association a grandi, a pris de plus en plus d'ampleur. Nous étions 8 au démarrage. Aujourd'hui, l'association compte plus de 260 familles adhérentes sur tout le département de la Vendée. Donc c'est une véritable communauté qui s'est bâtie. Et puis au départ, on était vraiment dans l'accompagnement plutôt de la famille par rapport à des enfants ou des adolescents. Et de fil en aiguille, nos enfants eux-mêmes ont grandi. Et des adultes ont rejoint l'association, concernés eux aussi par les troubles 10 et le TDAH. Donc finalement, l'association maintenant accompagne de 7 à 99 ans, j'ai envie de dire, ou même de 0 à 99 ans. Ouais, toute personne qui a besoin de conseils. Voilà. Et on a même des grands-parents qui font partie de l'association parce qu'ils ont envie d'avoir des clés pour accompagner leurs enfants. On a aussi des enseignants qui n'ont pas forcément d'enfants 10, ou des professionnels de santé ou de l'éducatif qui ont envie de faire partie de la communauté, à la fois pour apporter leur expertise, mais aussi pour apprendre au contact des familles qui, elles aussi, progressivement montent en compétence dans l'accompagnement de leurs enfants. Donc toute cette communauté échange, discute, réfléchit, s'échange des astuces, se remonte le moral et progresse ensemble pour une meilleure compréhension et un meilleur accompagnement en Vendée des troubles 10 et du TDAH. D'accord. L'association, donc c'est toi qui l'as créée, c'est ça? Oui, moi j'en suis fondatrice, mais je suis pas la seule, on était plusieurs au départ. Mais oui, je fais partie des fondateurs et puis on s'appuie sur un réseau. Parce que l'Apédis, t'en as dans tous les départements, c'est ça? Pas partout, pas dans tous les départements de France, mais il y en a quand même plusieurs. On fait partie du réseau de la fédération Anapédis, Association nationale des Apédis. Donc c'est intéressant parce que on est assez jeune, encore 5 ans par rapport à d'autres associations, et donc certaines ont beaucoup plus de recul et sont vraiment des ressources aussi pour nous permettre de progresser et d'avancer dans nos actions. Ouais, je vois les petits dépliants qu'on avait tout à l'heure, là, l'association de la Marne, qui a plus de 20 ans d'expérience. C'est ça. Par exemple. Oui, dans la Marne, c'est vraiment un des piliers. Dans l'Isère aussi, où est située notre présidente de la fédération. Voilà, on a quelques dans le Nord aussi, du côté de Lille, du côté de la Normandie aussi. On a vraiment des piliers qui sont là depuis très longtemps et qui ont vraiment une bonne expertise. Donc c'est très intéressant pour nous, pour éviter de nous éparpiller aussi ou de partir dans des directions, des idées qui finalement seraient pas intéressantes. Donc on s'appuie vraiment sur ce réseau. Ça permet aussi, conseille forcément aux gens de se rapprocher de la police près de chez eux s'ils sont concernés ou s'ils veulent juste savoir ce qui se passe en fait. Oui, et puis de mutualiser nos ressources. Moi, je fais partie du conseil d'administration de la Fédé, donc une fois par mois, on se réunit. On réfléchit à des sujets aussi qui peuvent être plutôt nationaux. On peut porter des causes aussi au niveau national, écrire au ministère s'il faut. On n'hésite pas aussi à agir au niveau le plus haut. Et c'est quoi les grands buts, les grands projets de l'asso là, prochainement? C'est continuer à vivre et à progresser? Ouais, l'association elle repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier c'est les familles, le soutien, l'entraide, le partage entre familles et adultes concernés. Le second, ça va plutôt être la sensibilisation et l'information, donc toutes les actions de sensibilisation, les conférences, notre jeu dans la peau d'indice, etc. qu'on peut faire pour faire connaître les troubles 10 et les besoins d'accompagnement. Et puis troubles 10 et TDAH bien sûr. Et puis le troisième pilier c'est la représentation. Donc on va être présent dans des instances départementales notamment. Je pense au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, à la CDAPH au niveau de la MDPH, donc la commission qui prend les décisions au niveau de la maison du handicap. Là un nouveau service public départemental de l'autonomie vient de se créer, donc on en fait partie. On a aussi des conventions avec beaucoup de structures qui nous permettent aussi d'échanger d'échanger, de faire une communauté de pratique. On fait partie d'un collectif handicap, on fait partie du projet territorial de santé mentale. On est actif au niveau des réseaux d'écoute et d'accompagnement à la parentalité, ce qu'on appelle les REAP. Donc on essaye à ce moment-là de porter la voix
des besoins des familles, de la réalité des troubles 10 et TDAH, et de faire en sorte qu'on les oublie pas dans l'équation. Quand on va créer, par exemple, une communauté de communes va créer un mois de sensibilisation et d'accompagnement à la parentalité, eh bien, on va être présent. On va proposer un temps d'animation, comme on a fait récemment avec la communauté de communes Villers-Boulogne, où on a animé 2 fois notre jeu dans 2 médiathèques différentes et fait une conférence dans une autre médiathèque. Donc ça a été un vrai focus pendant lequel, ou des semaines du handicap, par exemple, on va être présent aussi. Pour ne pas pour vraiment mettre en lumière les troubles, les besoins, mais aussi les forces. C'est intéressant de parler des forces aussi. Clairement, c'est pas on le prend comme un handicap, c'est pas qu'un handicap, ça peut être vraiment un atout pour ça, quand on a appris à le gérer, quand on a été bien accompagné dans son parcours d'enfant et d'adolescent, on peut arriver à trouver les forces sur lesquelles s'appuyer dans son propre fonctionnement. Mais ça vient pas tout seul en un claquement de doigts. Non, il y a beaucoup de boulot. D'abord reconnaître les besoins d'accompagnement, et une fois que l'accompagnement est bien fait et bien cohérent, là oui, on peut aller trouver ses propres ressources, ses propres forces et les mettre en lumière. Je sais pas, moi par exemple, un jeune qui va apprendre à taper à l'ordinateur, ça va être un handicap au départ. À l'école primaire, au collège, c'est pas si simple. Arriver dans le monde adulte, est-ce que vous connaissez aujourd'hui beaucoup de professions où on écrit toujours à la main? Non. À part les enseignants peut-être. Et encore. Donc aujourd'hui, être efficace et rapide à l'ordinateur quand on est adulte, alors ça reste un handicap dans le sens où, bien évidemment, si en réunion à un moment donné on va vous demander de faire un brainstorming et d'écrire sur des post-it, vous allez peut-être être embêté, mais ça reste une force aussi quand il faut compiler différents éléments de collecte pour faire un PowerPoint de présentation. C'est peut-être vous qui êtes le plus à l'aise pour le coup. Les différences font naître des forces. D'accord. Oui. Et si une personne atteinte d'un trouble, ou parent atteint d'un enfant atteint d'un trouble, écoute ça, quel est le premier conseil que tu donnes? Nous contacter, déjà, par les réseaux sociaux, par Internet. On a un site Internet, il y a tous les moyens de contact dessus, par téléphone, par mail. Pigeon voyageur, ça marche pas encore, mais voilà, on a des permanences dans 4 lieux de Vendée. Permanence à Chaland, au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, à Trèves-Septier, et puis on fait des permanences de temps en temps ponctuelles. Comme là, il va y en avoir une aux Herbiers, donc on sera pas forcément régulier, mais voilà, c'est histoire d'être proche des gens. Et puis surtout de se dire que même si on a l'impression d'être la tête sous l'eau, là maintenant tout de suite, avec plein de difficultés, plein de problématiques scolaires, personnelles, familiales, on a quand même réussi à construire des choses par nous-mêmes, avant même de rencontrer d'autres parents ou de rencontrer une association. Et donc il faut se faire confiance là-dessus, parce que finalement on a beaucoup de parents quand ils commencent à échanger sur les groupes WhatsApp, sur les réunions de parents qu'on peut faire, qui se rendent compte qu'ils sont en capacité de donner des trucs et astuces à d'autres parents, et que finalement eux-mêmes ont réussi à construire des choses qui fonctionnent avec leurs enfants. Donc c'est important aussi pour moi de mettre en valeur les compétences parentales qui sont déjà là, et aussi d'en développer des nouvelles, tout simplement parce que, comme je dis toujours, on n'a pas le mode d'emploi d'un enfant ordinaire, mais on a encore moins le mode d'emploi d'un enfant atypique. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, même à titre personnel, ce qu'on rencontre avec ma compagne, avec Mélissa, c'est que en fait il y a des choses qu'on a mis en place, et la première chose qu'on fait, c'est ça va, on s'est pas trompé. Oui, c'est la première chose qu'on se dit. C'est qui est rassurant tout de suite. C'est ça, c'est de se dire que finalement, si les professionnels nous conseillent tel outil ou telle posture parentale, et qu'en fait on l'a déjà fait, c'est qu'on a bien suivi notre intuition et qu'on était dans le vrai. Alors c'est pas toujours le cas. Moi-même, la première, je demandais à la psychologue de mon fils de me faire de la supervision. Tous les 3 mois, je prenais un rendez-vous avec elle toute seule pour me superviser dans ma parentalité. Je parle de ça il y a 15 ans. Et ça fait du bien aussi d'avoir un professionnel ou un regard extérieur ou quelqu'un qui a du recul, un parent plus expérimenté, qui va pouvoir dire oui, bon, ça ok, t'es dans le vrai, par contre ça attention, on peut peut-être réaxer certaines façons de faire, parce que on voit beaucoup d'outils passer sur Internet. C'est un vrai merchandising maintenant. Le business des 10, il est réel, et du TDAH, on va vous vendre des applis, on va vous vendre des formations magiques, on va vous vendre des tonnes de choses, mais attention, il y a à boire et à manger. C'est aussi pour ça qu'on a créé une valise d'outils
parce qu'on a recensé ce qui était pertinent, ce qui était validé par des professionnels. On a un petit comité scientifique, comme j'aime à dire, d'orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, qui nous permettent de valider certains outils ou pas. Et de mettre en avant ceux qui fonctionnent bien. Et donc je pense qu'il faut faire attention parce que au-delà des outils, l'outil ça fait rien tout seul. Si on n'a pas bougé notre posture parentale, vous posez un timer sur la table, il va pas se passer grand-chose. C'est à vous de l'animer, le timer. Donc avant tout, c'est la posture du parent, la posture des enseignants aussi derrière. Mais après, oui, on adjoint les outils. Je te remercie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.